Et nous vous retrouvons pour une table ronde qui fait un focus sur l'industrie minière avec un éclairage qui sera d'abord porté sur l'activité aurifère en République démocratique du Congo en français. Et ensuite, un focus sur l'industrie minière, l'état de l'industrie minière dans l'état de Katsina, au nord du Nigeria, dans la langue de Shakespeare. Merci à nos trois intervenants d'être avec nous. Donc, je vous présente d'abord tous, à l'extrême, Rémi Bosque, expert géologue et dirigeant d'Aretus Géologie, Alain Lemieux, président de Phoenix Capital, et puis juste à mes côtés, His Excellency Farouk Lawal Jobe, Deputy Governor de l'État de Katsina, au Nigeria. Thank you to the three of us to be with us. D'abord, un focus donc sur la République démocratique du Congo. Vous en avez entendu un petit peu parler pour ceux d'entre vous qui étaient avec nous ce matin. On va s'y plonger un peu plus en détail tout de suite. D'abord avec vous, Rémi Bosque. Vous dirigez la société Aretus Géologie, spécialisée dans l'exploration minière sur l'ensemble de la chaîne de valeur, pas seulement sur la détection des sites et l'extraction, avec une expertise spécifique sur les terrains géologiques africains, ça tombe bien. Tout d'abord, quel est votre champ d'action en RDC? Normalement, il n'y a rien à faire. Je crois que c'est allumé pour vous. C'est bon. Ok. Bonjour à tous. Oui, donc mon métier de base, c'est géologue d'exploration minière. Et comme vous l'avez dit, on est spécialisé, notre expertise est sur les terrains géologiques et de l'industrie minière en Afrique. On travaille aussi depuis une petite dizaine d'années sur le développement de sites miniers de petite taille. On s'est spécialisé là-dessus, et notamment sur les sites aurifères. Et on a particulièrement travaillé dans l'Est africain, au Soudan et en Tanzanie sur ces sujets-là. Alors, juste pour repréciser quelque chose, on a parlé d'industrie minière, mais aujourd'hui, on va surtout parler d'artisanat minier et la manière pour industrialiser cet artisanat minier et le formaliser pour le bien de tous. Et donc, vous l'avez dit, c'est l'artisanat minier aurifère en RDC. Merci pour ce point de précision. Alors, vous collaborez avec Phoenix Capital, représenté aujourd'hui par son président, Alain Lemieux, qui est à l'initiative d'un programme baptisé Axis, qui est porté en partenariat avec le Fonds social de la République démocratique du Congo. Alors, déjà, quelle est la genèse de ce programme? Comment et pourquoi est-il né? Bonjour à tous. Comment le programme est né? Tout a commencé il y a 4 ans. Où j'ai été appelé à intervenir à la demande des gouverneurs du bassin du Congo, les 5 gouverneurs des provinces du bassin du Congo, dans un projet qui ne touche pas l'aurifère, mais qui est la genèse. Rapprochez bien votre micro. Ben, okay. Voilà, qu'on vous entende bien. OK, on va essayer. Tout a commencé plutôt vers les crédits carbone. OK? Pour la protection des forêts, il y avait un grand projet qui avait été initié par les communautés, amené au niveau des provinces, et les gouverneurs cherchaient une façon de rendre bancable et structurer ce programme. J'ai été appelé à travailler à la structuration et à trouver la façon de rendre bancable cet investissement pour rendre le projet vraiment ficelé à un niveau international pour la vente des crédits carbone. Tout a commencé par cette structuration qui nous a amené à partir de la base. C'est très important. Le modèle qui était très intéressant parce qu'il était construit à partir d'une pyramide inversée. Les communautés de la base qui faisaient la demande d'être structurées pour vraiment arriver à transformer leurs propres activités et à protéger les forêts qui est une ressource, leur ressource naturelle, mais qui est une ressource importante pour le reste de la planète. Parce qu'en réalité, je dirais que c'est le seul vraiment poumon de la planète qui nous reste. Et une fois que cette modélisation a été structurée, par l'intervention justement du ministre d'État plus tôt qui a intervenu, à l'échelle, il était le directeur du cabinet du président à l'époque, et il nous a mis en contact pour structurer le tout au niveau à l'échelle nationale avec le Fonds social de la République démocratique du Congo, qui ensemble a créé le partenariat pour structurer l'activité MAC. Une fois structuré, on nous a invités à faire la même chose, un copycat pour l'aurifère, le secteur aurifère, qui était trop dans l'informel, et ils voulaient le formaliser, le mettre traçable et transparent.
qu'on a bâti le concept Gold Connect, un concept qui amène la transformation de l'or artisanal vers un or plus éthique et dans une structure traçable et transparente. Une fois ces deux structures montées, organisées, Phoenix Capital avait le mandat de trouver comment on va financer ces deux activités principales, ces deux initiatives, comment amener cet argent pour le développement de la base. Le meilleur moyen, qui était d'utiliser l'actif réel, tangible, adjacent, le carbone dans les arbres, l'or souterrain, qui appartient à ces communautés de base. Et dans l'ère nouvelle d'aujourd'hui, la tokenisation est apparue comme étant un moyen pratique pour amener cette transparence, cette traçabilité. En fin de compte, on a bâti une chaîne qui part de l'or souterrain et qui s'amène sur la blockchain pour amener la traçabilité, mais qui se termine vraiment en or d'investissement, okay, pour être affiné en Suisse et garantir les investisseurs. C'est un peu tout ce circuit qui a été bâti et Phoenix Capital, pour réussir ça, a créé vraiment une plateforme d'investissement, une plateforme de structuration et d'exécution. Okay? Et pour créer ça, on a associé des partenaires stratégiques, dont Aretus, qui doit, lui, s'occuper vraiment du secteur de la transformation de l'artisanat aux petites mines. Winston Limited, une compagnie spécialisée dans la digitalisation et la tokenisation. Et Amarante, pour amener International, qui est une société ici de France, pour amener le côté sécurisation. On a amené un élément très novateur pour le transport et la sécurisation des coopératives. On a ajouté le transport de l'or par système de drone. Et à ça, on a aussi une compagnie française, Magnidrone, qui s'est joint à l'équipe de partenariat. Okay? Et cette plateforme, cette structure maintenant très sécurisée, à laquelle un partenaire privé-public a été bâti vraiment avec l'État. C'est un programme étatique, un programme national Axis, sous la direction commune, un binôme entre le Fonds social qui représente directement la présidence et Phoenix Capital, qui nous ouvrons la porte, et on est ici aujourd'hui aussi pour ça. On a besoin de d'autres partenaires, on a besoin de gens qui vont investir dans le secteur minier, mais plus parce que c'est la transformation du secteur minier amène aussi la transformation agricole, amène aussi la transformation de création de nouveaux types d'emplois. Il faut également aussi développer tous les secteurs. Donc, on a créé une vraie porte d'investissement sécurisée, stable et accompagnée par le ministre du Plan, qui est le porteur du projet au sein de la République du Congo. Alors c'est très clair, on l'a compris, donc un partenariat public-privé. Phoenix Capital structure tout un écosystème d'entreprises, de briques technologiques qui amènent chacune leur expertise pour le transport, vous l'avez dit, par drone, de l'or, la détection, exploration, l'expertise géologique avec Aretus, et puis aussi la partie blockchain, la tokenisation qui sécurise l'échange sur la plateforme Winston Gold. Comment ça se passe, cette partie tokenisation de ce jeton qui a été créé, le SGRT, Sovereign Gold Reserve Token? OK. Le SGRT, c'est l'autre phase de la phase tokenisation, ça veut dire la traçabilité sur la blockchain. Okay? Mais la tokenisation n'amène pas de levée de fonds. Okay? Donc, à partir de la tokenisation, il faut maintenant la monétiser. Donc, on a monté un système de monétisation en créant un jeton qui est, en fin de compte, un instrument monétaire souverain de la RDC. Souverain parce que c'est les actifs souverains de l'État. Les actifs souterrains appartiennent à l'État. Et l'État en donne la garantie qu'il va avoir suffisamment de quantité d'or à être extrait par les coopératives pour soutenir le jeton qu'on émet. Le SGRT, en fin de compte, c'est quoi? C'est une valeur future. Donc, c'est un SGRT équivaut à 1 gramme d'or, mais 1 gramme d'or que tu obtiens dans le temps. Donc, c'est un peu un investissement sous forme d'un future, mais bâti sur un système complémentaire. Ça veut dire que c'est un work in progress. Dans le domaine manufacturier, on sait très bien qu'on a la matière première. Il faut avoir un processus de transformation pour avoir un produit fini. C'est la même chose qu'on fait avec le SGRT. Donc, c'est ta valeur immédiate qui te donne un droit futur de l'extraction de l'or qui se fait dans un schème
et sous l'initiative Gold Connect qui est structurée, organisée et suivie par la collaboration avec le SAMAPI, le ministère des Mines, les entreprises comme Arrêtés sur le monté, tout le système pour assurer et structurer l'extraction d'une façon éthique, okay, et sa livraison pour en finale être mise dans les coffres en Suisse. Alors on va y revenir effectivement sur cette partie transactionnelle, la plateforme. Juste pour faire un petit rétropédalage sur la situation actuelle, parce que l'idée, on l'a compris avec le programme Axis, soutenu par le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est d'ajouter, d'apporter de la traçabilité, de la souveraineté, de la sécurité à cette industrie. C'est quoi l'état des lieux actuel, Rémi Bosc? On en est où sur ces questions-là stratégiques de sécurité, de traçabilité quand on parle de l'extraction d'or en RDC? Oui, alors c'est un vaste sujet. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément énormément de temps. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la RDC est un très très grand pays, un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés. Souvent, quand on parle de RDC, les gens pensent aux zones de conflit. Et ici, expressément, on va travailler dans des zones qui sont hors des zones de conflit, qui est une des conditions nécessaires pour la labellisation de l'or éthique. Donc une fois ce préalable fait, on va travailler avec les communautés. On a beaucoup parlé, le coordinateur national du Fonds social en a beaucoup parlé. Il faut travailler avec les communautés de base. Et aujourd'hui, la RDC est structurée, notamment en coopératives, qui sont des entités qui sont identifiées, enregistrées, qui ont un droit minier officiel. D'accord. Donc ça, c'est la première brique pour faire de l'or éthique. Alors, on a beaucoup parlé macro aujourd'hui, je vais rester très terre à terre. Et je vais vous parler un petit peu du process. Le process aujourd'hui, donc c'est les gens qui font partie de la coopérative, entre 20 et 200 personnes pour faire simple, qui travaillent avec des pelles, des pioches et des brouettes, qui creusent du minerai, souvent qui est du minerai meuble, mais qui peut être du minerai dur aussi. À ce moment-là, ça peut localement être fait à l'explosif, et qui vont l'amener de manière manuelle à un centre de processing, qui est une somme de petits concasseurs. Alors un concasseur, c'est gros comme 2 ou 3 tables, hein, c'est quelque chose de très petit. Et le finish ensuite est fait dans une bâtée, qui est une sorte de grande assiette sur lequel on fait tourner les minéraux lourds. Et pour extraire l'or de ces minéraux lourds, on va simplement prendre une bouteille de mercure. Alors le mercure est un métal lourd. C'est un métal, c'est pas un composé chimique que vous allez faire couler dans votre bâtée, qui va servir de magnète à or. Vous en obtenez un amalgame que vous passez à la flamme, en général d'un benzène. Le mercure s'évapore, retombe dans l'environnement et vous récupérez votre or. C'est une catastrophe environnementale. C'est une catastrophe environnementale, c'est une catastrophe sanitaire bien sûr, puisque les gens sont autour et ils aspirent ces métaux lourds. Et puis le mercure ne se dégrade pas, donc il reste dans l'environnement. Sur la partie environnementale aussi, on peut le dire, il y a une destruction de l'état de surface. Hein, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais lorsqu'il y a de l'orpaillage, ça ressemble à un champ de mine et non pas une mine. Et donc il y a un impact et il y a une pression terrible sur les communautés locales. Voilà, donc ça répond à peu près à votre question. Il y a un point important, donc là je viens de parler de la production, il y a aussi la partie trading qui est très importante, et c'est un des points forts d'Axis, c'est de donner un cadre pour le trading. Oui. Ces gens-là mangent le soir le fruit de leur travail de la journée, donc s'ils ne sont pas payés, ils ne travaillent pas. Enfin, s'ils ne travaillent pas ou s'ils ne sont pas payés, ils ne mangent pas. Et ce système leur garantit, en tous les cas, le cadre leur garantit la possibilité de vendre à des conditions équitables le fruit de leur labeur et garantit à leurs produits d'être éthiques. Oui, effectivement, vous l'avez rappelé, parce qu'effectivement, là, l'or pouvait transiter ailleurs par des réseaux pas forcément officiels, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. D'accord. Quels sont, peut-être pour vous plutôt, Alain, les objectifs chiffrés de Gold Connect, voilà, en termes de dividendes, de retour justement aux coopératives d'orpailleurs locales notamment, ou de réduction de l'impact environnemental. Alors on est assez en amont sur le déploiement, je le précise, donc c'est un petit peu difficile comme question, mais des objectifs, il y en a certainement. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns? Oui, c'est sûr que tout le modèle a été bâti vraiment pour un système vraiment d'équitabilité, d'équitable, entre toutes les parties prenantes, okay? Pour s'assurer que les coopératives, les travailleurs retiennent vraiment leur dû,
que le gouvernement reçoive ses taxes, parce que souvent, dans le système informel, le gouvernement perd énormément aussi d'argent à tous les niveaux. On a bâti une structure dans laquelle 80% des revenus, non pas de la base, mais vraiment les revenus de la vente sur les marchés internationaux, reviennent directement dans les mains de la RDC à tous les niveaux, dont 42,5% va directement aux coopératives. Plus on crée un fonds de communautaire pour chaque communauté qui soutiennent leur coopérative. Ça fait partie aussi du modèle pour s'assurer du bien-être du développement. Et ça, c'est important. Dès le départ, chaque communauté de la coopérative reçoit une injection de 2,5 millions pour commencer immédiatement une structuration via le ministère du Plan et le Fonds social pour assurer un développement communautaire qui va soutenir leur coopérative. Et il y a beaucoup d'argent aussi d'investi au départ pour transformer les outils, amener la sécurité sur le site et leur déployer des nouveaux outils environnementaux et tout pour bien développer et surtout de productivité et sécurité. Ça, c'est les retours immédiats. Oui, très concret déjà. Oui, le programme est déjà très concret. La conception, on a été quand même 4 ans sur bâtir l'ensemble du circuit et on commence le déploiement en phase pilote, préparation de la phase pilote dès le mois de mai cette année pour un début de la phase préparatoire du programme Gold Connect pour septembre. C'est un projet qui est ongoing actuellement, là, prêt au démarrage. Et tout a été ficelé, attaché, les contrats avec les différentes parties prenantes étatiques, les parties prenantes privées. Donc, c'est vraiment un projet prêt au démarrage. Je voudrais revenir, par exemple, sur le SGRT. Okay? Oui. Je pense que c'était mentionné par le Fonds social, par aussi M. Junior. Okay? Le programme vise à utiliser les actifs, okay? Qui est de la base pour lever du financement pour le développement durable et le financement de ces activités. Et ça, c'est sans endettement supplémentaire. J'ai entendu un peu dans toutes les autres conférences le problème que les États vivent, l'endettement, d'avoir du capital et tout. Le système qu'on met en place est un système pour lever de l'argent auprès des institutions, auprès des hedge funds, auprès des particuliers, du public en général, parce que tu peux investir dans un SGRT à une valeur de 100 $ et tu participes au développement et tu as une ressource qui est une valeur de refuge, l'or, mais aussi tu obtiens un rendement, parce que chaque SGRT donne droit à chaque année un rendement en nature, en crédit carbone, que tu peux utiliser pour ton propre offset, okay, ou le vendre sur le marché international. Donc, c'est le seul investissement en or qui procure un rendement. Quand tu achètes de l'or, tu le mets en coffre, tu payes à chaque année. Ici, on offre un rendement sur l'investissement en or. Mais plus, parce que c'est vraiment... le SGRT n'est pas juste un adossement à l'or basé sur la valeur spot price de l'or. C'est une architecture de placement patrimonial à long terme qui permet, c'est un investissement à moyen long terme. Dans les premiers 5 années, on bâtit la réserve pour la conversion. Mais pendant ces 5 années, tu obtiens le rendement en nature. Et tu participes à la protection du poumon de la planète et au développement économique d'une couche de la population qui possède ces actifs, qui ont toujours été exploités et maintenant qui participent vivement à leur propre développement. Et en plus, on a rajouté un autre élément important dans le SGRT, c'est une fois que l'extraction commence avec les coopératives, à chaque mois, il y a une production qui sort. Okay? 25% de cette production sert à bâtir la réserve de conversion sur les SGRT. L'autre 75% okay, est mis en vente sur le marché, mais en offre un accès privé particulier avec une décote pour tous les détenteurs de SGRT. Les détenteurs de SGRT peuvent aussi se bâtir une réserve en or en achetant en option avec une décote intéressante l'or primaire qui sort extracté. Ce qui était important pour les investisseurs et pour tout, c'est cet or qui est extrait, il est tracé, il est traçable, il est transparent, mais qui le raffine? Qui le met en or d'investissement? Okay? Et ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec différents affineurs mondiaux à différents endroits pour être capable de sortir un or sûr, affiné à 999, c'est-à-dire un or d'investissement,
et avec Poinçon Suisse. Je veux faire une petite annonce assez importante grâce un peu à la magie du forum aujourd'hui. On va conclure à la fin avec un partenaire, une raffinerie suisse, DBCH, qui sont venus de Genève pour signer finalement l'entente pour être l'affineur de l'or Gold Connect, de l'or artisanal Gold Connect, et nous assurer d'avoir des lingots purs, garantis, Poinçon Suisse d'investissement, qui vont être stockés en réserve pour adosser le GRT à Port-Franc à Genève. Donc maintenant, le circuit est complet. Ça devient vraiment un investissement patrimonial d'investissement sûr, structuré et transparent pour les investisseurs. C'est très clair, le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux. Now we're going to focus with you, His Excellency, on the mining industry in Katsina State, located in the north of Nigeria. Just to have an overview of this industry, what are its main characteristics? What is extracting at the moment? How much does it weigh on the GDP? Can you tell us? Okay. Good afternoon, distinguished audience. Katsina State, as I've said, is in the northern part of the country, particularly the northwest part of Nigeria. It's one of the 36 states in the country with an estimated population of 11.5 million people. We have huge resources in terms of, and opportunities in terms of mining, based on the data available and the activities going on in a lot of sites across the state. We have gold, lithium, kaolin, tantalum, copper, uranium, silver, iron, lead, and a lot of other resources. So the mining sector is contributing about 1.8% of the national GDP as at 2025, representing about 1.39 trillion naira. And we saw a lot of opportunities to formalize the sector, considering the reports that we have on the sites where all these resources are available across the state. That's already quite significant as an industry. And do you have any idea of the potential growth of this activity, of its potential expansion? Are all mineral deposits extracted, or? The activities that is going on largely now are artisanal, community-based, and we need to organize the sector. But part of the challenges that we have is a gap in terms of huge infrastructural deficit. So the sector needs to be organized in such a way that we attract investment and opportunities are there. And we have also positioned to ensure that we accommodate all the issues that may be arising from the potential investors, particularly the licensing arrangement, which is normally issued by the federal government. Mm-hmm. But we have created a special purpose vehicle, a company in Katsina, Kemco, for whoever is willing. We have acquired some licenses under this company, and we are ready to collaborate and synergize with any investor. So that has simplified the process, and we are positioned to ensure that all the enabling environment is created by any investor. Okay, but just to go back to the main challenges, you talked about some of them, but what are the main challenges right now? Is it financial? Is it technical in order to sustain this expansion of this industry? Well, the major challenge, as I said, is infrastructure, mm-hmm. and some issues of security around the sites, which of course are being addressed by government. So the massive structural gaps that we have, mm-hmm. is something that calls for attention, and the issue of insecurity around the area is being addressed, because Katsina is part of those states in the northwest part of the country that experience insecurity. With the coming of our administration, we have largely addressed those issues, because the issues are community-based. So we have engaged the locals who have used kinetic and non-kinetic approaches to address the issue. And I tell you, as we speak, about 80% of those problems have been solved.
Okay, so in a nutshell, what are your main messages to potential investors who would be considering investing in this industry? You're saying you're building an environment that is more favorable to investment in this industry? Yes. So the major challenges have already been overcome with the licensing arrangements, as I said, that has been done. And we have created a vehicle where you can leverage on that vehicle to facilitate whatever commitment that you need from the government in terms of doing business. So also we have also commissioned a German company, Geoscan, who have made available reports across all the mining sites in terms of availability of all these mineral resources. So that data is available and can be availed to any interested investor who is ready to partner with us. So. Okay. Well, thanks a lot for this very concrete overview on the state of the mining industry in Katsina. Just to go back to you for this final question. On a eu un éclairage sur Katsina, Nigeria. Justement, ça m'amène à une question sur cet exemple-là d'Axis qui est en RDC pour l'instant. Mais est-ce que la volonté, c'est d'essaimer pour ensuite... Voilà, RDC, c'est le navire amiral, la version pilote, et il y en aura d'autres? Actuellement, le projet était vraiment ancré pour être développé en RDC. La RDC représente un grand bassin de ressources naturelles et un énorme potentiel. Et j'ai été appelé à travailler à bâtir ce dossier avec le Fonds social pour la RDC. Mais en cours de route, le projet a intéressé énormément, comme M. Philippe Ngoyan a parlé, a intéressé la Banque africaine de développement, qui avait de leur côté une idée de faire à peu près la même chose, ça veut dire utiliser les ressources naturelles et trouver une façon de lever du financement à partir des assets, des actifs naturels. Et lorsqu'ils ont découvert l'avancement du programme Axis en RDC, ils ont décidé plutôt de se joindre et d'appuyer ce développement et d'en faire un projet pilote pour eux. Et je sais qu'il va y avoir une annonce bientôt qui veulent aussi étendre le pilote à deux autres pays, la Mauritanie et la RCA. Et après ça, on va voir où est-ce que le modèle peut aller. Mais je pense qu'on on utilise les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Mais en réalité, ce qui est important de penser, c'est on utilise les actifs de la base pour un financement durable sans endettement public, sans remettre de poids sur l'État. Et vraiment, tout le reste est un outil. On utilise ce qui a été développé, ce que tout le monde utilise, la tokenisation des real world assets, création d'une monnaie digitale, d'un instrument monétaire digital. On ne parle pas ici de crypto-monnaie spéculative. On parle vraiment d'un endossement à un actif tangible, à une valeur intrinsèque, à de l'or qui est la valeur refuge actuellement, mais qui apporte aussi un renouveau avec un rendement nature. Je pense que c'est complet et ça pourrait être exporté dans tous les pays. Je pense que c'est un modèle qu'on va mettre en force avec des équipes de professionnels, mais le message qu'on voulait faire ici, c'est qu'on veut s'adresser justement au forum parce qu'on a besoin de beaucoup d'autres entrepreneurs, beaucoup d'autres entreprises qui, avec leur expertise, à joindre le programme. On a bâti une plateforme sécurisée pour investir en Afrique. J'entends depuis tout à l'heure parler, ça veut des garanties, ça veut de la sécurité. On a bâti ce modèle, ça nous a pris 4 ans. Le modèle est fort. On invite les entrepreneurs qui ont envie d'investir en Afrique. Je pense que si vous êtes ici, c'est parce que l'Afrique vous intéresse. Mais le cœur de l'Afrique actuellement, c'est la RDC. Ils ont dit, ça va être le nouveau passage pour rejoindre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Et on attend, on espère que plusieurs entrepreneurs, entreprises financiers vont joindre et soutenir ce programme, un programme d'aujourd'hui pour demain. C'est noté. Merci beaucoup à tous les trois pour cet éclairage. Thanks a lot, His Excellency, for your focus on this very interesting mining industry in Katsina. Merci à tous les trois. Je crois qu'on peut les applaudir pour ce focus très concret. Et